Ok. Peut-être malgré tout, je vais quand même passer par cette petite image qui m'avait fort marqué. C'est une publicité dont vous vous rappelez peut-être, elle a 2 ou 3 ans, à tout casser. Et on a beaucoup parlé de stéréotypes aujourd'hui. Je vais finalement peut-être éviter de reparler sans cesse de stéréotypes, mais je suppose que comme moi vous êtes frappé par cette image, il y a beaucoup de choses à en dire dans l'arrière-plan, dans les vêtements, les couleurs, et aussi dans le matériel. C'est quand même la première chose. Même si ça date d'il y a 3 ans, ça faisait quand même longtemps que les écrans cathodiques n'étaient plus en vente, et donc on peut remarquer qu'un jeune est forcément sur le laptop dernier cri, alors que l'aîné, ici plutôt un retraité qu'un travailleur âgé, est forcément lui sur un ordinateur qui a peut-être plus de 10 ans et qu'il utilise parcimonieusement, sans doute pour faire juste du traitement de texte. Hein. C'est un petit peu l'image qu'on a. Enfin, c'était pour introduire mon intervention, peut-être par un petit peu d'humour. Mais ce dont je vais vous parler, donc, c'est tout d'abord de quelques éléments de contexte. Alors, je crois que je vais essayer d'aller vite, vu que je vais peut-être sinon être redondant. Je vais aussi vous parler des attentes des travailleurs par rapport à la retraite, parce qu'on parle souvent des stéréotypes, etc. Mais il y a quand même aussi toute une série de points qui dépendent des travailleurs eux-mêmes. Quand on parle d'allongement des retraites, les travailleurs sont les premiers à y être hostiles. La question des stéréotypes partagés et par les employeurs et par les travailleurs eux-mêmes, je pense que je vais quasiment passer le point pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Et puis j'en viendrai sur un dernier point à propos du vieillissement actif. Si vous vous souvenez, 2012 était l'année du vieillissement actif, l'année européenne du vieillissement actif, et sur les théories du désengagement qui sont déjà un peu anciennes, mais que finalement on retrouve dans cette idée du vieillissement actif. Donc peut-être le point le plus sociologique, donc peut-être le plus lourd pour terminer. Donc soyez courageux. Alors tout d'abord, dans les éléments de contexte, l'espérance de vie, peut-être juste un petit rappel, c'est que l'augmentation a été assez fulgurante. Je ne pense pas que ce slide a été présenté, ou un slide similaire, mais vous voyez qu'elle était de 47 ans en 1900, qu'elle est de 78 ans en 2000 et à peu près de 80 maintenant. Elle croît encore d'un an tous les 4 ans, un peu de choses près. Alors elle est en partie liée évidemment à la diminution de la mortalité infantile, mais vers 1900 elle avait déjà pas mal diminué. Mais donc on a fait des pas de géant sur un siècle et on l'oublie souvent. Ce qui veut dire aussi que quand les retraites ont été installées, évidemment on était dans d'autres réalités qu'actuellement. La proportion des plus de 65 ans, là aussi elle est passée évidemment de 10% en 1950 à presque 20% actuellement. La répartition des classes d'âge, je pense que d'autres intervenants en ont parlé, mais donc les travailleurs de 50 à 65 ans représentent tout de même 20% de la population. Pour ce qui est des retraites, les retraites se sont construites progressivement. Il y a eu d'abord des systèmes non obligatoires, notamment la fondation de la Caisse générale d'épargne et de retraite, qui a donné la CGR, et puis petit à petit Fortis et enfin BNP Paribas Fortis, qui n'est plus évidemment, qui n'a plus les mêmes objectifs que les objectifs initiaux, date de 1850. En 1924, étape cruciale, c'est l'instauration d'une assurance vieillesse obligatoire pour les ouvriers, étendue aux employés l'année suivante, sur un système de capitalisation individuelle. Et enfin, en 1944-1945, la fondation de la sécurité sociale, avec ce principe de répartition qu'on connaît encore aujourd'hui. La problématique actuelle, vous la connaissez aussi, donc je ne pense pas que ce soit utile d'y revenir. Et le taux d'emploi, malgré ce qu'on en dit, le taux d'emploi de 55-64 ans, depuis une vingtaine d'années, a tendance malgré tout à augmenter. Donc on voit la Belgique en bleu, un peu inférieure au taux européen, et la différence entre les sexes n'est pas sur ce graphique, mais les hommes étaient en 92 à peu près 10%, avaient un taux d'emploi à peu près 10% plus élevé que cette moyenne belge, et les femmes un peu environ 10% moins élevés. Les deux courbes augmentent et les femmes ont tendance à rattraper les hommes. Alors peut-être vous reparler là, avec ceci je serais peut-être un peu plus à l'aise de ne pas être redondant avec les précédents. Un élément qu'on oublie beaucoup, c'est que dans les années jusqu'aux 30 glorieuses, à peu de choses près, la vie était assez claire pour les individus, donc elle se passait en étapes très déterminées. Vers 20 ans,
on trouvait son premier emploi, on se mariait, on avait ses enfants, et puis vers 65 ans, on passait à la retraite. Sans gros accidents de parcours, souvent une seule carrière, enfin auprès d'un seul employeur. Les deux sphères, la sphère du travail et la sphère de la famille, étaient synchronisées, et quelque part le parcours des individus était assez sécurisé, assez sûr. Dans la réalité actuelle, la retraite, évidemment, prend cours officiellement à 65 ans, en attendant les augmentations prévues, mais il y a beaucoup de statuts intermédiaires, donc des statuts hybrides, des parcours atypiques, et finalement on est dans un modèle aussi qui privilégie, qui met la responsabilité sur les individus, et donc où les individus se sentent, on oublie un petit peu les facteurs structurels. Quand on parle des politiques d'emploi, on axe sur l'activation individuelle. Ce sont les individus qui doivent montrer qu'ils font des démarches pour trouver du boulot. Mais donc souvent, de plus en plus, on axe sur cette responsabilité individuelle, alors que pas mal de facteurs plus structurels sont en jeu. Ça, vous le savez sans doute, mais évidemment, l'impact sur les individus est assez important en termes d'insécurité de vie, de stress, d'autoculpabilisation, avec toutes les conséquences psychologiques potentielles. Un autre point qu'on mésestime souvent, c'est que le vase communicant est sans doute un peu abusif, mais on a plusieurs systèmes de sortie du travail. Il y a la pré-retraite, mais il y a aussi l'assurance maladie invalidité, et il y a le chômage, et suivant le pays et les législations sociales appliquées, et les politiques appliquées, les individus ont tendance à quitter l'emploi par un de ces systèmes plutôt qu'un autre. Par exemple, ici, ce graphique est fort détaillé, fort petit évidemment pour le lire, mais on voit donc en gris les hommes à gauche, les femmes à droite, les différents pays européens, et on voit les individus, donc les barrettes grises c'est en retraite. Ensuite, en gris foncé, donc c'est plutôt côté féminin, les absences de l'emploi pour responsabilité personnelle ou familiale, puis les maladies ou incapacités, et enfin les autres raisons en bout de barrette à droite pour les femmes et en bout de barrette à gauche pour les hommes. Donc si on prend un exemple, voilà, vous avez ici la comparaison pour les hommes, parce que c'était plus clair que pour les femmes, vous n'y voyez pas un sexisme particulier. Comparaison entre la France et l'Italie, entre la répartition, donc, voire plus flagrant encore, si on compare ici le Luxembourg, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et la Slovénie, hein, vous voyez celles qui sont vraiment aux 60%, hein, c'est un report de l'autre graphe. Vous voyez que selon les pays, on peut être vraiment dans un parcours ou dans un autre, entre plutôt de la retraite, si on prend le Luxembourg par exemple, ou l'Autriche, ou alors quand on compare avec la Pologne, ben, on a beaucoup plus de trajectoires passant par l'invalidité ou le chômage. Alors je vous avais dit que je vous parlerais des attentes des travailleurs. Je me suis basé ici sur un article de Blanchet et Debrand qui est basé sur une étude, sur l'étude Cher. Alors l'étude Cher, c'est une base de données internationale que nous menons à l'Université de Liège. Donc c'est un service économique qui est responsable et c'est mon service qui mène l'enquête de terrain. Et donc tous les 2 ans, nous partons à la rencontre, ou plutôt les enquêteurs avec lesquels nous travaillons, partent à la rencontre de personnes de 50 ans et plus, leur posent toute une série de questions sur les différents domaines de leur vie, donc la santé, les soins de santé, les revenus, l'épargne, etc. Et donc Blanchet et Debrand se sont basés sur cette étude, sur la première vague de l'étude. Malheureusement, la Belgique a démarré un peu plus tard, mais je pense que les constats ne diffèrent pas. Pour parler oui, je n'étais pas sur le bon slide, je pense. Pour parler donc des motivations au départ pour la retraite. Donc là, vous avez quelques statistiques. Selon les pays, la part des 50 à 64 ans qui souhaitent prendre leur retraite le plus rapidement possible. Alors l'énoncé peut être vague, mais il correspond à la question telle qu'elle est posée. Les économistes ont souvent une vision en termes d'intérêt pour le fait d'être dans une situation avec beaucoup plus de loisirs, les besoins financiers et donc utiliser ces
facteurs pour expliquer la retraite. Il y en a évidemment d'autres qui sont importants et qui jouent sur le choix des individus, et notamment donc les conditions financières, on en parlait, la demande d'emploi. Est-ce que les employeurs sont en demande de travailleurs? Est-ce qu'ils ne vont pas privilégier plutôt des travailleurs jeunes que des travailleurs plus âgés? Ça, les gens en sont malgré tout conscients. La pénibilité du travail, évidemment, a un impact sur le souhait de prendre sa retraite. L'anticipation de l'espérance de vie, ce que les gens pensent, donc ça a vraiment été démontré. On a une question qui indique à quel pourcentage de chance estimez-vous que vous irez jusqu'à l'âge de 80 ans, par exemple. Ça a un impact aussi sur le souhait de prendre sa retraite. La question de la santé, la question de la situation familiale. Dans le cas les individus sont souvent étudiés pour eux-mêmes, de manière très fragmentaire, ou ils vivent pour beaucoup en couple, et finalement la situation du conjoint a un impact assez important sur le souhait de prendre la retraite. Et c'est ce qu'on voit ici, ça ce sont les différentiels dans le souhait de prendre sa retraite. Donc par exemple, être globalement satisfait de son travail, je la cherche, c'est un petit peu grand pour moi, je ferai et là c'est un petit peu petit, mais elle réduit de 16 points la responsabilité de vouloir partir au plus tôt. Et donc vous voyez que je crains que mon état de santé limite ma capacité de travail avant l'âge de la retraite. Les individus qui pensent ça ont 15 points supplémentaires de souhait, de risque de souhaiter partir à la retraite plus tôt. Mes perspectives d'avancement ne sont pas bonnes, a le même impact. J'ai très peu de liberté dans la conduite de mon travail, je suis constamment sous pression à cause d'une forte charge de travail, mes chances de pouvoir garder mon emploi ne sont pas bonnes et mon travail est physiquement pénible. Tous ces facteurs ont un impact très clair sur le souhait de prendre sa retraite. Par contre, je reçois un soutien approprié dans les situations difficiles, j'ai l'opportunité de développer de nouvelles expériences, vu tous mes efforts, mon salaire est correct, je reçois la reconnaissance et, tout bien considéré, un indicateur peut-être plus global, mon travail me satisfait. Les réponses positives à ces questions induisent une plus faible chance de souhaiter partir à la retraite. Comme quoi, les conditions de travail ont vraiment un impact important sur le souhait de partir à la retraite et pas uniquement les questions purement financières. Donc voilà, la question des stéréotypes, j'en suis à 13 minutes, donc finalement je vais assez vite. Pardon ? J'ai bien le temps, d'accord. Il faut dire que j'ai fait une intervention relativement similaire il y a 2 jours, et j'avais pris plutôt 1 heure que 3/4 d'heure, donc j'essaie de régulariser, mais peut-être de manière un peu excessive. Pardon ? Ah oui. Voilà. D'accord. Ok, bah écoutez, dans ce cas, je ne vais pas vous épargner. En ce qui concerne donc ces stéréotypes, là je me basais sur un projet qui a été mené il y a une dizaine d'années par l'université de Namur et l'université de Gand. Mais peut-être avant d'en parler, je voulais aborder la question de l'âge. On parle souvent de l'âge en termes chronologiques. La question on a 65 ans, le départ à la retraite est prévu à 65 ans, et pourtant cet aspect chronologique n'est pas du tout le seul facteur à prendre en compte, ou la seule manière d'envisager l'âge. Alors il y a notamment l'âge biologique, évidemment. Alors je simplifie un peu en parlant de l'âge des artères, mais donc ce sont tous les aspects plutôt d'évolution du corps. L'âge physique, l'âge plutôt physique extérieur, donc à quoi on ressemble. C'est une autre manière aussi d'envisager l'âge. Certaines personnes ne font pas leur âge, d'autres font plus que leur âge. La question de l'âge social, il y a une succession de statuts qu'on a dans une vie. On peut être enfant, parent, enfant, adolescent, parent, grand-parent. Et ça aussi, c'est une manière d'envisager l'âge, parce que les besoins des personnes, leur comportement, évidemment, vont évoluer plutôt en fonction de leur situation dans ce statut, plutôt que nécessairement dans
en fonction d'un nombre défini d'années écoulées. L'âge administratif, vous avez le droit de vote ou pas, avant 18 ans, ou le droit de conduire ou pas. Vous êtes officiellement retraité, ce qui limite le travail que vous pouvez mener, même si maintenant il y a eu des changements assez importants dans la réglementation. Enfin, donc l'administration aussi veille sur vous et vous attribue un âge auquel vous avez le droit de faire certains actes ou d'autres. Et enfin, l'âge subjectif, donc la perception que vous avez de votre propre âge, qui est évidemment variable selon les individus et qui a un impact certain. Certaines personnes luttent contre leur âge, ne veulent pas faire leur âge et donc vont éventuellement profiter de la chirurgie esthétique ou s'habiller différemment. D'autres l'acceptent et tout ça est évidemment en relation, l'âge qu'on s'attribue est en relation avec l'âge qu'on vous attribue et l'un et l'autre je ne vais pas dire doivent correspondre, hein. Certaines personnes luttent contre l'âge l'âge qu'on leur attribue, mais cette perception individuelle est forcément variable selon les individus. Alors je voudrais prendre l'exemple, peut-être par exemple de Simone de Beauvoir, qui était en conférence aux États-Unis et qui voit un moment passer un message entre deux étudiantes et qui intercepte ce message. Et au moment où elle ouvre le message, ce qu'elle lit, c'est mais Simone de Beauvoir, je n'imaginais pas que c'était une vieille. Et tout à coup, donc c'est évidemment assez brutal, mais elle raconte que tout à coup, elle s'est dit, ben voilà, je m'en ai peut-être pas rendu compte, mais je suis passé dans la catégorie des vieilles. J'en ai la preuve tout à coup. Et à partir de là, ben, il faut accepter, refuser, négocier avec cette réalité, trouver un équilibre, s'habiller différemment ou rester dans ce qu'on attend concernant, par exemple, l'habillement. L'agisme, là je suppose qu'on en a pas mal parlé aujourd'hui. Alors l'agisme, évidemment, c'est au départ un concept qui prend plutôt en considération les discriminations, qui prend en compte les discriminations contre les tranches d'âge les plus âgées. Évidemment, les discriminations vont aussi, dans un certain nombre de cas, vers les tranches d'âge les plus jeunes. Quelqu'un qui ne fait pas son âge aura peut-être plus de difficultés à avoir un poste correspondant. Ou bien, on prenait l'exemple justement de ces jeunes qui se rassemblent. Les jeunes qui se rassemblent sont forcément de potentiels délinquants qui vont faire du bruit, etc. Donc là aussi, c'est un agisme. Mais dans les faits, l'agisme, en tout cas sur le milieu du travail, concerne principalement les personnes les plus âgées. D'ailleurs, on ne censure pas le mot jeune, on censure plutôt le mot vieux pour le remplacer par toute une série de vocables équivalents et qui sont progressivement remplacés d'ailleurs. Vous vous souvenez qu'il y a une trentaine d'années, on parlait du troisième âge. Le troisième âge, après tout, c'était les personnes qui avaient 60 ans, en 60 et 80 ans. Et puis ce troisième âge, on a créé toute une série d'institutions, on va dire, comme par exemple les clubs du troisième âge, etc. Et progressivement, le troisième âge s'est vu caractérisé par des stéréotypes négatifs qui sont finalement ceux qui correspondent au quatrième âge, au fur et à mesure que les gens qui étaient de la génération du troisième âge vieillissaient. Et ceux qui sont arrivés après se sont dit, ben moi le troisième âge, c'est pas du tout je ne sens pas du tout faire partie du troisième âge, j'ai 60 ans, mais je suis encore jeune. Et donc on refusait finalement ce qualificatif et d'autres dénominations comme celle de senior sont arrivées. Mais ces gens, il faut dire, avaient changé aussi. Réellement, si on prend quelqu'un de 60 ans il y a 30 ans et quelqu'un de 60 ans maintenant, les réalités en moyenne ne sont plus les mêmes non plus. Alors la question donc de ces stéréotypes, il concerne toute une série de domaines qui avaient été regroupés dans cette étude CAPA par thème. Ça concerne notamment les capacités d'adaptation, donc chez qui les aînés, pour lesquels chez les aînés elles seraient plus faibles, la responsabilité et l'autonomie, pour lesquels les aînés bénéficieraient d'un stéréotype plus positif, les capacités cognitives, donc là le stéréotype est plutôt négatif, les aspects plus émotionnels, gestion de ses émotions, etc., ce serait plutôt positif, l'efficacité économique,
Donc la productivité en somme. Là, le stéréotype est plutôt négatif. L'expérience professionnelle, forcément, elle est positive. L'attitude envers la fin de carrière, plutôt positive. L'isolement social, on les verrait plus négativement, et les aptitudes physiques également. Alors la question des aptitudes physiques, je ne vais peut-être pas m'y attarder trop, vu que M. Muller en a parlé juste avant. Donc là, vous avez une idée des taux. Donc dans cette étude, des personnes qui avaient répondu qu'ils étaient d'accord avec la diminution des capacités physiques, la fatigue plus rapide, ou la diminution de la vue et de l'ouïe. Vous voyez qu'il y a quand même des différences. Hein. La fatigue plus rapide, c'est un stéréotype qui est moins partagé par les répondants que la question de la diminution de la vue et de l'ouïe. Et ça permet aussi de rappeler que malgré tout, toutes ces questions sont vues de manière très, comment dire, dans un rapport un peu capable, pas capable. Or, dans les faits, comme on le voyait juste avant, les diminutions sont progressives et elles ne sont pas handicapantes avant très longtemps. C'est un petit peu comme l'exemple des sportifs. Un sportif est vu à 30 ans simplement parce que ses capacités physiques ont diminué de quelques pourcents et qui fait qu'il retombe très très loin dans les classements. Pour les aînés, jusqu'à un certain âge, ce sont des diminutions qui sont relativement faibles aussi, qui n'handicapent pas la capacité à mener son travail correctement, par rapport auxquelles les aînés aussi ou les travailleurs âgés ont des stratégies d'adaptation qui fait qu'ils compensent. Vous venez d'en parler. Et donc, mais le stéréotype, lui, est beaucoup plus simpliste que ça. Ça donne l'impression que les personnes ne seraient plus capables. Voilà, ben ça, on retombait dans des pourcentages à peu près similaires à ceux que vous avez indiqués. Et quand on parlait d'opinion correcte ou de vision correcte, effectivement, elle est correcte, mais elle est sans doute un petit peu caricaturale, c'est ce que j'expliquais avant. Alors, au niveau de la capacité d'adaptation, même chose. Donc, une série de personnes sont d'accord avec le fait que les réactions sont plus lentes par rapport aux imprévus. Alors, vous voyez que les gens sont finalement peu nombreux à penser ça, alors que dans les faits, les réactions sont effectivement plus lentes. Mais elles sont plus lentes sans être nécessairement plus lentes de manière très importante, et en tout cas sans que ça pose nécessairement de problème pour le travail. La difficulté à apprendre, l'adaptation au changement, les difficultés à utiliser de nouvelles technologies ou à supporter les rythmes de travail. Là, vous voyez aussi que ce sont des réalités assez partagées, qui sont relativement, qui correspondent effectivement à des faits, mais par rapport auxquels, évidemment aussi, les entreprises peuvent mettre en place toute une série de facilitants, d'aides pour éviter les difficultés. Il est évident aussi que quand on parle de plus de difficultés pour apprendre, c'est pour une tâche pour laquelle la personne n'a aucune expérience. Donc un travailleur âgé qui doit s'adapter et apprendre une nouvelle tâche repartira de toutes ses expériences précédentes, de la manière dont il faisait la tâche précédemment, et donc le temps d'apprentissage sera beaucoup moins radicalement différente que pour une tâche absolument nouvelle. La question de la responsabilité et de l'autonomie, alors en fait j'en ai choisi 3. Hein. Je vous parlais des capacités physiques de la précédente et de celle-ci, pour ne pas vous faire la liste évidemment de l'ensemble des difficultés. Donc vous voyez là aussi, les gens pensent de manière générale que les aînés peuvent prendre des décisions, prennent des décisions facilement seuls, sans être... donc que le besoin d'encadrement est moindre, qui respectent plus les règles, qui sont plus compétents. Pour le fait de préférer travailler seul, c'est moins partagé. Alors, globalement, sont, pour toute une série de points, des visions correctes. Pour la prise de décision seule, c'est pas nécessairement le cas. Cette question qui serait plus autonome, c'est pas nécessairement le cas. Et là, dans ce cas, le préjugé est plutôt favorable. Mais ce qui est aussi important, c'est que les perceptions diffèrent selon les tranches d'âge. Notamment, donc, par exemple, pour ce qui est du respect des règles, les plus jeunes pensent moins souvent que les aînés respectent bien les règles, alors que les aînés, eux, pensent nettement plus souvent que les aînés
qu'ils respectent les règles. Et les différences, je ne les ai plus en tête, mais on est de l'ordre de 20% de jeunes qui pensent que les aînés respectent les règles à plutôt 80% d'aînés qui pensent que les aînés respectent les règles. Donc ça peut être vraiment des différences très importantes. Un autre point, c'est aussi le niveau dans la hiérarchie professionnelle. Les cadres n'ont pas nécessairement le même avis que les employés et les ouvriers. Donc tout, selon les critères, il y a des critères sur lesquels c'est assez homogène et où à peu près tout le monde pense la même chose. Et puis il y en a d'autres questions sur lesquelles il y a des avis assez différents selon l'âge de la personne. Le sexe, c'est plus rarement le cas, ou surtout selon le niveau socio-professionnel. Alors un autre point sur lequel ça me paraissait important d'insister, c'est qu'il y a finalement aussi, on voit tout ceci de manière générale, hein, donc le stéréotype s'applique à tout le monde. Dans les faits, évidemment, on est beaucoup plus souvent dans des courbes en cloche, avec les individus qui se répartissent sur ces courbes, et donc quand on compare les jeunes, par exemple ici en bleu, et les aînés en rouge, les aînés seront peut-être un peu moins efficaces en moyenne, ou un peu moins rapides, ou que sais-je, mais on est vraiment de l'ordre de la moyenne, et donc des individus peuvent être nettement plus efficaces, des individus âgés peuvent être nettement plus efficaces que d'autres individus jeunes. Par ailleurs, les courbes ont tendance à s'étaler, donc là où les jeunes se concentrent plus dans des valeurs assez similaires les unes aux autres, les profils des aînés, plus on avance en âge, et ça concerne à peu près tous les domaines de la vie, plus les différences s'accentuent entre les personnes, et donc les différences interindividuelles, comme vous le voyez, sont plus fortes finalement que les différences entre les classes d'âge. Évidemment, quand on parle de ceci, si on prend la question de l'état physique, selon la pratique sportive, l'individu suivra vraiment de toute façon de manière très différente sur la courbe. Quand on prend la pratique sportive par exemple, un individu qui arrête le sport à 30 ans va avoir tendance à avoir une dégradation de son état physique relativement lente, et puis à partir de 50 ans, elle va être toujours relativement lente. Un individu qui aurait poursuivi le sport jusqu'à 50 ans, et qui le poursuivrait même encore après, va lui avoir son état physique qui est relativement stable avec une décroissance beaucoup plus faible, mais par contre, après 50 ans ou après 55 ans, la décroissance va être plus rapide. Un autre exemple, pour vous parler de ces stéréotypes finalement sur l'âge et sur les capacités sportives, c'est une étude qui a été menée par une sociologue française qui s'appelle Pia Enaf-Pinault, et où elle partait de deux études distinctes sur la pratique sportive avec l'âge. Alors donc, si je vous demande à tous comment évolue la pratique sportive selon les tranches d'âge, vous direz de manière générale que les jeunes sont plus sportifs, et puis qu'au fur et à mesure où on monte en âge, il y a une décroissance. Alors certains imagineront que la décroissance est relativement rapide, d'autres estimeront qu'elle est plus faible et puis qu'elle décroît très rapidement, peut-être après l'âge de 65 ou de 70 ans. Vous n'aurez pas tort dans un sens. Donc là, on voit justement ces deux études à 15 ans d'intervalle qui montrent la pratique sportive. Donc vous voyez que la pratique sportive, elle a augmenté en 15 ans. Alors on parle souvent de cette épidémie d'obésité, du fait que les gens sont moins actifs, etc. Voilà, il y a aussi d'autres tendances dont on ne parle pas, et notamment la pratique sportive. On voit que selon les tranches d'âge, elle diminue effectivement selon l'âge, mais que pour toutes les tranches d'âge, elle a augmenté en 15 ans. Et alors, quelque part, ce qu'on oublie de dire, c'est que si on compare, alors là j'ai pris 20 ans d'écart, je ne pouvais pas prendre 15 ans, il n'y avait pas de possibilité correspondante. Eh bien, si vous regardez l'évolution pour une même tranche d'âge, vous constaterez que la pratique sportive, en fait, elle a plutôt tendance à augmenter avec l'âge. Donc, augmenter avec l'âge parce qu'on est dans un contexte qui la valorise, hein. Évidemment, on est dans certaines tendances sociétales, mais actuellement, donc si la pratique sportive est plus faible avec l'avancée en âge, si on prend les mêmes individus et qu'on les suit sur plusieurs années, on remarque qu'en fait cette pratique elle a plutôt eu tendance à augmenter pour toutes les tranches d'âge.
Voilà. Le dernier point dont je voulais, que je voulais aborder, c'est la question du désengagement et donc du vieillissement actif. Et donc le désengagement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une théorie qui nous vient des États-Unis, qui vient des années 50, hein, qui a été quand même très nettement mise en question hein, depuis lors. Elle a été, enfin, ça fait 40 ans qu'elle a été largement critiquée. Malgré tout, je pense que c'est toujours utile d'en parler parce que il y a quand même certains points qui peuvent être qu'on peut toujours retirer. Donc cette théorie du désengagement, elle a notamment été critiquée parce qu'elle voit les choses de manière très monolithique. Selon elle, les individus perdent progressivement des rôles et des statuts. Donc effectivement, on est travailleur, on est parent, et puis on va vers une réduction. On n'est plus que retraité, on n'est plus que grands-parents. Et donc les rôles diminuent. Hein. On sait qu'au passage à la retraite, on perd une série de contacts sociaux, et donc le nombre de contacts sociaux a tendance à diminuer, etc. Baisse des interactions sociales et aussi changement des natures des relations, donc de la solidarité fonctionnelle, donc de tout ce qui est, en l'occurrence le travail, aux solidarités plutôt affectives. Qu'est-ce qu'elle disait aussi, cette théorie, que finalement le désengagement était réciproque, et donc la société désengage progressivement l'individu et que l'individu se désengage lui-même en parallèle. Et donc c'est un jeu entre les deux de désengagement progressif. Qu'elle est fonctionnelle, et notamment dans le cas des entreprises, ben c'est assez clair. Hein. Certains soutiennent d'ailleurs que les systèmes de retraite ont été mis en place aussi pour protéger les entreprises. Si un individu meurt au travail, c'est beaucoup plus compliqué de le remplacer que si on a pu planifier sa retraite. Irréversible et universelle, et c'est là que, surtout que les critiques se sont faites jour, parce que l'avancée en âge est évidemment bien moins simple qu'un désengagement progressif. Il y a des réengagements dans d'autres activités, etc. Mais finalement, on y est revenu quelque part à ce désengagement en promouvant une approche qui est celle du vieillissement actif. Alors le vieillissement actif, c'est un concept qui a été défini par différentes instances, mais notamment l'OMS. Et l'OMS le décrit comme tel, donc un processus qui consiste à optimiser les possibilités de vie en bonne santé, de participation et de sécurité, afin d'accroître la qualité de vie pendant la vieillesse. Donc la santé, la participation et la sécurité, c'est les trois dimensions du vieillissement actif. Alors je pense que par rapport à cette théorie du vieillissement actif, il y a différents critiques qui peuvent malgré tout être apportées. C'est tout d'abord la question du sens de la causalité, et finalement c'était aussi un petit peu abordé par vous, hein, dans le sens où quels sont les travailleurs qui restent à leur poste, peut-être ceux qui ont résisté. Ben, est-ce qu'on est actif parce qu'on a toujours la santé, ou est-ce qu'on garde la santé parce qu'on est actif? Ça va sans doute un peu dans les deux sens. Alors justement, Stéphane Adam, qui parlait précédemment, a fait une étude avec Sergio Perelman et Eric Bonsang sur les données de l'enquête Cher, et montre malgré tout que, par exemple, à la retraite, il y a une diminution dans les 2 ans des capacités cognitives. Je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui. Mais les choses sont évidemment ne fonctionnent pas que dans un sens, et il faut se méfier évidemment de cette interprétation qui voudrait que, en étant actif, on vieillit forcément bien. Alors le deuxième écueil, à mon sens, de la question du vieillissement actif, c'est qu'elle met l'accent sur la responsabilité individuelle. Je vous en parlais déjà tout à l'heure, en ce sens qu'elle accroît de nouveau le poids sur les épaules de chacun. Elle dit à chacun, si vous voulez vieillir bien, soyez actif. Et finalement, quand on prend la phrase à l'envers, ce que ne manque pas d'écouter chaque personne, c'est si vous n'êtes pas actif, vous n'aurez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Et ça, quelque part, on le voit déjà un petit peu dans les politiques de santé. Progressivement se font jour une éthique de la responsabilité individuelle où, si vous avez été fumeur, on commence à aller vers des modèles qui disent est-ce qu'on vous financera vos soins de la même manière que si vous n'avez pas été fumeur, ou ce genre de choses. On n'en est pas encore tout à fait là, mais de plus en plus on entend ce type
de réflexion. Et donc, en faisant peut-être un petit peu de politique fiction, on peut se demander aussi si on ne va pas aller vers des modèles où on impose aux individus, on leur met clairement la responsabilité sur les épaules, quitte à ne pas leur donner les mêmes droits. S'ils ne mettent pas ce qu'il faut en place ce qu'il faut pour bien vivre. Et par ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, elle fait porter donc la responsabilité sur les épaules des individus, et donc elle crée chez l'individu une angoisse. Et donc au moment de la retraite, là où finalement chacun pourrait vivre confortablement, et on se dit, mais non, voilà, vous devez toujours montrer, quand on est chômeur, on doit montrer qu'on est actif et qu'on cherche du boulot. Ben, quand on est aîné, petit à petit, on doit montrer qu'on est toujours actif. Si on ne l'est pas et qu'on vieillit mal, la culpabilisation des individus n'est évidemment pas loin. Le vieillissement actif, quelque part, c'est aussi une idéologie, hein, donc c'est une norme qui se fait jour, et donc quelle est la place de la liberté individuelle dans cette norme? Finalement, alors je ne veux pas ici faire l'apologie de la paresse ou quoi que ce soit, mais finalement, chaque individu, est-ce que chaque individu n'est pas libre de mener son vieillissement comme il l'entend, et le cas échéant de vieillir mal s'il le souhaite, entre guillemets, ou s'il ne veut pas se préoccuper de certains éléments, de certains aspects de sa santé. Donc quelle est la place? Plus on sait de choses, finalement on technicise tout ça et on réduit les libertés de chacun. Un quatrième point, et celui-là je pense est vraiment fondamental, c'est la question de l'égalité durant le vieillissement. Les individus ne sont pas égaux, on le sait de toute façon, de plus en plus on démontre d'ailleurs que la question de la santé, notamment tellement prédictive, la mauvaise santé à l'enfance prédit de manière assez importante des conditions d'emploi, des conditions financières médiocres, hein, les gens qui ont eu des problèmes de santé à l'enfance. Il y a évidemment donc cette santé à l'enfance, mais il y a évidemment le milieu où on est, la famille où on est, l'égalité des chances. On sait qu'elle n'est pas présente et que l'école peine à compenser. Et par ailleurs, selon l'emploi qu'on a eu, de nouveau, les égalités peuvent se creuser davantage. Quelqu'un qui a fait des travaux de manutention ou un maçon, que sais-je, aurait peut-être un dos en compote. Un employé aura peut-être d'autres problèmes, mais le vieillissement des corps n'est pas le même pour chacun, le vieillissement cognitif n'est pas le même, et aussi les questions du capital social. On dit soyez actifs, mais pour s'insérer, s'investir dans une association par exemple, quelqu'un qui a été secrétaire aura peut-être des compétences qui sont facilement transférables, quelqu'un qui était sur une ligne de production dans une industrie n'aura pas nécessairement des compétences transférables. Un cadre aura peut-être un réseau social beaucoup plus développé qui lui permettra, enfin aura de manière générale un réseau social beaucoup plus développé qui lui permettra d'être au courant de toute une série d'initiatives et d'avoir beaucoup plus de facilité à prendre les opportunités en main et à mettre en place des choses qui lui permettent de bien vivre. Quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas eu énormément d'autres contacts que ses collègues, etc., n'aura pas nécessairement les mêmes chances. Donc, la question de ce vieillissement actif, les individus ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. Un autre écueil, rassurez-vous, il n'y en a pas 17, c'est la question de l'informel. On oublie, dans la question du vieillissement actif, on met souvent en avant l'associatif, l'engagement associatif, mais il y a toute une série d'autres activités qui sont tout à fait légitimes et qui permettent de conserver la santé. On sait que l'engagement associatif est plus le fait des hommes que de manière tendancielle, hein, que les femmes sont plus engagées dans les solidarités de voisinage, dans les relations familiales, etc. Mais on a toujours, sans doute parce que ce sont les hommes qui font la politique ou qui sont les scientifiques, tendance à valoriser l'engagement associatif. Il y a d'autres formes d'engagement qui sont tout aussi légitimes, et puis les activités pour soi, dans l'intimité du logement, le jardinage, que sais-je, sont aussi des activités qui permettent de bien vivre. Et enfin, le dernier écueil, c'est le maintien dans l'emploi. Alors c'est peut-être un petit peu passé en retrait ces tout derniers moments, mais pendant longtemps, on a réduit le vieillissement actif. L'Union européenne, notamment, a fort centré sur cet aspect du maintien à l'emploi pour les 55-65 ans,
voire au-delà. Donc c'était lié effectivement, évidemment aux défis économiques. Mais les anglo-saxons, par exemple, alors qu'on imagine souvent les anglo-saxons comme plus matérialistes, etc., avaient une vision beaucoup plus large du vieillissement actif qui prenait en compte toutes d'autres dimensions, d'autres possibilités de vieillir activement. Donc voilà, j'ai essayé de correspondre à peu près à l'horaire. Le petit résumé donc, que je voulais faire, hein, pour reprendre si vous étiez un peu endormi par la chaleur ou que sais-je, c'est d'une part que le souhait de prendre sa retraite, ben, si vous vous souvenez, dépend d'une multiplicité de facteurs. Le vieillissement des travailleurs, ben, il est très différentiel, évidemment. Hein, chacun ne vieillit pas de la même manière. Et quant au maintien de l'activité, ben, il peut s'envisager aussi sur une diversité d'approches et pas nécessairement, pas exclusivement sur la question de l'emploi. Voilà, ben, je vous remercie pour votre attention, malgré cette fin de journée ensoleillée. Merci à vous.